Un vaste désert stérile et faiblement éclairé par un ciel qui s'éclaircit. Il reste encore 30 minutes avant le lever du soleil, mais au-dessus des nuages, les étoiles ont déjà disparu, et une lumière bleue profonde, sans ombre, imprègne le sol du désert. Au cours des derniers mois, ce terrain plat et sans relief a été transformé. Une tour en acier de 30 mètres de hauteur, portant une charge terrifiante, se dresse seule au pied des montagnes d'Ascora, entourée de peu plus que des traces de pneus entrecroisés menant à 3 kilomètres d'une maison en adobe désormais vide. Plus loin, situés au nord, à l'ouest et au sud, tous à un rayon délibéré de 9 km de la tour, se trouvent 3 abris partiellement enterrés, chacun avec leurs fenêtres tournées vers leur point commun. Les scientifiques et soldats, maintenant campés dans ces abris, ne peuvent pas voir la tour au centre du cercle, mais ils verront bientôt, et de manière trop évidente, les effets de sa charge fatale. Ne sachant pas à quoi s'attendre, ils sont allongés sur le sol, les pieds pointés vers la tour invisible au loin, et écoutent le compte à rebours qui grésille sur le système de sonorisation. À précisément 5h30 du matin, le 16 juillet 1945, une explosion retentissante marqua le début d'une nouvelle ère de la civilisation et la naissance d'une nouvelle branche de la physique. La bombe, surnommée Gadget, qui avait été hissée au sommet de la tour de tir, implosa, déclenchant une réaction en chaîne nucléaire dévastatrice dans son cœur en plutonium. La bombe nucléaire explosa avec une force équivalente à 21 000 tonnes de TNT. En une fraction de seconde, la tour en acier fut vaporisée et le sol du désert fondit en un verre vert. L'aube sombre se transforma en plein jour en un instant, alors que l'explosion gonflait, puis se muait en le symbole désormais iconique de l'ère nucléaire. C'était le test Trinity, la première détonation à grande échelle d'une bombe nucléaire, qui allait marquer le cours de l'histoire et le domaine de la science. Les années 1930 avaient vu des avancées monumentales dans la science atomique et la recherche sur les radiations. Et la spectaculaire découverte de la fission nucléaire en 1938 fut éclipsée par le déclenchement de la guerre un an plus tard. Mais les physiciens furent rapides à comprendre le potentiel dévastateur de leur nouvelle découverte. Albert Einstein cosigna une lettre au président Roosevelt de l'époque, avertissant qu'il était concevable que des bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type puissent ainsi être construites. Les États-Unis développèrent alors leur propre bombe avant que toute autre nation ne le puisse. Le test fut considéré comme un grand succès, et seulement 21 jours plus tard, les États-Unis larguèrent une bombe atomique similaire surnommée Fat Man sur la ville de Nagasaki, au Japon. Si ce n'était pas à cause des pressions mortelles de la guerre, la science nucléaire aurait probablement suivi un chemin très différent et probablement plus lent. L'exploration de l'atome, l'une des plus petites particules de la matière, n'était jusqu'alors qu'une simple curiosité, domaine des premiers philosophes, puis des érudits. De petites améliorations dans les méthodes expérimentales et l'équipement apportèrent de petites percées jusqu'à la révélation fatidique que les atomes et leurs noyaux n'étaient pas en fait la fin de la poupée russe, une découverte qui conduisit directement au Nouveau-Mexique, puis au Japon. Alors que la lueur de cette première explosion nucléaire s'estompa, elle laissa derrière elle une nouvelle soif de comprendre de quoi notre univers était réellement fait et comment il en était arrivé là. Ce voyage, la quête pour découvrir ce qui constitue tout, verrait les scientifiques plonger toujours plus profondément dans le terrier du lapin de la matière et de la masse, des champs et des particules, et encore plus loin dans le passé, dans une quête d'un siècle pour répondre à la question immortelle « Qu'est-ce que, à son niveau le plus fondamental, tout cela ?» Et peut-être encore plus important, tout cela est-il vraiment réel? Ce voyage, la quête pour découvrir ce qui constitue tout, verrait les scientifiques plonger toujours plus profondément dans le terrier du lapin de la matière et de la masse, des champs et des particules, et encore plus loin dans le passé, dans une quête d'un siècle pour répondre à la question immortelle, qu'est-ce que, à son niveau le plus fondamental, tout cela? Et peut-être encore plus important, tout cela est-il vraiment réel? Ce vidéo est sponsorisé par Magellan TV, le service de streaming de documentaires. Question. Combien de temps faut-il pour qu'un trou noir meure? A. 10 puissance 67 années. B. Des années Google ou C. Il ne meurt jamais. Il reste juste là comme une mauvaise odeur. C'est exact. C'est 10 puissance 67 années. Des âges entiers. Et le fait qu'il s'évapore du tout est dû au principe d'incertitude de Heisenberg. Vous pouvez en apprendre bien plus en regardant notre recommandation de la semaine sur Magellan TV. Secret de la physique quantique en 4K avec Jim Al-Khalili. Une plongée fascinante et renversante dans le monde quantique. Terriblement complexe. C'est une sorte de Netflix pour les documentaires,
avec plus de 3000 documentaires au choix sur un large éventail de sujets, incluant une grande sélection sur l'espace, la cosmologie et la physique. Cliquez sur le lien dans la description pour un essai gratuit d'1 mois exclusif pour les spectateurs de History of the Universe. Merci. La scission de l'atome. Ce furent les philosophes indiens anciens du 8e siècle avant notre ère qui affirmèrent les premiers que rien de ce que nous expérimentons n'est en fait réel. Une telle philosophie réductionniste extrême est assez simple à suivre. Un chariot peut être décomposé en 6 parties constituantes, roues, essieux, jougs. Ces composants peuvent également être décomposés. Une roue devient un moyeu, une jante et des rayons. Chaque succession de plus petites parties peut être encore divisée à la main et avec des outils spécialisés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une collection de minuscules particules, chacune indistinguable de l'autre. Alors, que sont les objets de notre expérience? Est-ce que tout, si ce n'est des amas de telles particules, amassées et organisées pour donner l'apparence de quelque chose de plus grand? Ces énigmes existentielles imminentes furent revisitées par les philosophes grecs anciens quelques 400 ans plus tard. Considérant le même problème, Démocrite et Leucippe en arrivèrent à la même conclusion. En fin de compte, tout ce que nous pouvons voir et toucher peut être décomposé encore et encore, jusqu'à ce qu'un point de non-retour soit atteint avec de minuscules particules qui ne peuvent plus être divisées. Démocrite donna un nom à ces particules hypothétiques, les définissant par leur nature fondamentalement indivisible. Atomos, signifiant insécable. Aujourd'hui, nous les connaissons sous le nom d'atomes. Et pourtant, ce n'est qu'au XIXe siècle que la science, plutôt que la philosophie, a permis aux chercheurs de sonder la nature de ces mystérieux atomes insécables. Au début des années 1800, le chimiste anglais John Dalton passait ses étés dans les montagnes du district des Lacs, au nord-ouest de l'Angleterre. Avant l'avènement des cartes complètes de la région, il était une autorité en la matière, mesurant leur altitude et leur distance à travers son expérience de la randonnée. On peut imaginer son esprit vagabondant dans ces collines, à la fois mesurant et méditant sur les théories remarquables qu'il formait dans son laboratoire de Manchester. Car Dalton passait le reste de son temps à analyser la nature de divers composés chimiques. Ces composés étaient aussi distincts que les sommets qu'il connaissait si bien. Qu'est-ce qui, dans leur nature fondamentale, les faisait se comporter de manière si différente? Tous ces produits chimiques, avançait-il, étaient composés de blocs de construction simples et indivisibles en relation avec les éléments qui les composaient. Ainsi, le méthane, en tant que combinaison de carbone et d'hydrogène, contenait des atomes indivisibles de carbone et d'hydrogène. Le protoxyde d'azote était composé d'atomes d'azote et d'oxygène, et ainsi de suite. Invoquant sans le savoir les philosophies anciennes, synthétisant les travaux de S.A. contemporains et s'appuyant sur sa croyance en l'ultime simplicité de la nature, Dalton introduisit le concept scientifique de l'atome au monde. Mais bien sûr, comme nous le savons maintenant, ce processus de dénomination était prématuré. Les atomes n'étaient pas indivisibles, pas l'héritier scientifique légitime de l'atomos grec ancien, comme les scientifiques allaient le découvrir au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. En enquêtant sur la conduction de la charge électrique, les savants commencèrent à se concentrer sur un type de particule différent qui semblait unique dans sa capacité à transporter l'électricité. Elle pouvait se déplacer dans le vide après que tous les atomes libres avaient été retirés et semblait être présente indépendamment des matériaux environnants. En 1897, le physicien anglais J.J. Thomson avait isolé la particule chargée négativement responsable du courant électrique, qu'il appela, à juste titre, l'électron. Confrontés à cette nouvelle découverte, les chercheurs se précipitèrent pour réconcilier les électrons de Thomson avec la théorie vieille de 2000 ans des atomes fondamentaux. Les électrons pouvaient voyager seuls, mais ils semblaient aussi provenir de la matière atomique. Alors, comment les deux pouvaient-ils être liés? De nouvelles expériences du physicien néo-zélandais Ernest Rutherford aidèrent à résoudre le mystère. En projetant des particules radioactives sur une fine feuille d'or, Rutherford montra qu'elles étaient parfois réfléchies, parfois déviées, et parfois passées mystérieusement tout droit. Cela ne pouvait se produire si les atomes étaient des sphères solides étroitement regroupées. Rutherford proposa donc, puis affina, un nouveau modèle, consistant en un noyau dense et chargé positivement, entouré d'électrons en orbite, un peu comme les planètes autour du Soleil. La masse d'un atome était concentrée dans son noyau, en particules chargées positivement que Rutherford identifia comme des protons. Et comme cela s'avéra plus tard, tout comme notre système solaire, les atomes sont principalement composés d'espaces vides. Un atome d'hydrogène, par exemple, est presque entièrement vide. Avec la distinction entre protons et électrons, le concept de l'atome insécable avait été complètement scindé, et il fut encore plus fragmenté dans les années 1930 par la découverte d'une autre particule résidant dans le noyau d'un atome.
Bien qu'il fût impossible de le savoir à l'époque, cela marqua le début de la marche lente mais inexorable vers la bombe atomique. La découverte du neutron James Chadwick avait passé ses premières années académiques à travailler avec Ernest Rutherford à Manchester. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il se retrouva piégé derrière les lignes ennemies et passa une grande partie du conflit dans un camp de prisonniers où il parvint néanmoins à installer un petit laboratoire et un club scientifique avec ses codétenus. Il retourna en Angleterre pour terminer son doctorat en 1921 et poursuivit le problème épineux de la masse supplémentaire de l'hélium. Il était bien connu que les atomes d'hélium avaient un numéro atomique de 2, ce qui signifiait qu'ils avaient 2 protons et 2 électrons correspondants. Mais la masse de l'hélium était en réalité 2 fois supérieure à celle que l'on pourrait attendre de la masse de ces 2 protons. Il devait y avoir quelque chose d'autre, de lourd mais non chargé, se cachant dans le noyau pour contribuer à cette masse. À travers une série de déductions et d'expériences inspirées impliquant du beryllium radioactif et de la paraffine, Chadwick réussit là où ses collègues et mentors avaient échoué. Il trouva des preuves concluantes de cette mystérieuse particule neutre, le neutron, ce qui lui valut le prix Nobel en 1935. Le neutron fut rapidement adopté comme outil pour l'exploration ultérieure de la composition atomique. Les scientifiques commencèrent à bombarder des éléments existants avec des neutrons, dans le but d'augmenter leur masse et de modifier la composition de leur noyau. Mais en 1938, la physicienne autrichienne Lise Meitner réalisa que les impacts de neutrons avaient le potentiel de faire quelque chose d'inattendu. Au lieu d'ajouter à la masse d'un atome, un neutron pouvait en fait déclencher la scission de cet atome, partageant ses protons et ses électrons entre 2 nouveaux atomes distincts et libérant une énorme quantité d'énergie dans le processus. Les collègues de Meitner, Otto Hahn et Fritz Strassmann, réussirent en là où des générations d'alchimistes avaient échoué, en utilisant un simple neutron pour transmuter des atomes d'uranium en krypton et barium. Inspiré par le processus biologique de la division cellulaire, Meitner et ses collègues nommèrent ce processus fission, et il devint la base physique de certaines des armes les plus destructrices jamais créées. Malgré son rôle central dans cette découverte et sa contribution à son nom, Meitner tenait à se distancer du potentiel dévastateur des réactions en chaîne de fission nucléaire. Peut-être à cause de cela, ou peut-être à cause du sexisme et de l'antisémitisme auquel elle fut confrontée tout au long de sa carrière, Lise Meitner resta longtemps non créditée pour son travail. Et ce fut Otto Hahn seul qui reçut le prix Nobel pour la découverte de la fission nucléaire en 1944. Et ainsi, au cours des siècles depuis que la science a laissé la philosophie derrière elle, notre compréhension des particules fondamentales de la matière s'est elle-même fondamentalement transformée. Le atomos, inimaginablement minuscule et apparemment insécable, pouvait en fait être scindé. Les baryons sont les particules des noyaux atomiques, les protons et les neutrons. Les électrons sont une autre catégorie de particules connues sous le nom de leptons, qui habitent une sphère différente et se comportent de manière unique. Comprendre l'interaction de ces 2 types de matière aide à expliquer presque tout ce que nous expérimentons et sous-tend toute la chimie et la biologie moderne. Mais bien sûr, ce n'était pas la fin. Il restait encore de nombreux mystères dans le cosmos qui ne pouvaient pas être expliqués par de simples interactions de baryons et de leptons. Y avait-il plus à découvrir? Les protons, neutrons et électrons étaient-ils les véritables particules fondamentales? Ou cela ne représentait-il qu'une autre marche de l'échelle? Tout comme avant l'explosion réelle qui inaugura l'ère atomique en 1945, donnant aux scientifiques les outils et la motivation pour plonger plus loin encore dans le monde de la physique des particules et explorer plus profondément qu'auparavant. Plongée plus profonde. En tant qu'écrivain, James Joyce rêvait que son travail lui survive, d'être immortalisé pendant des siècles. Mais même lui pouvait à peine imaginer l'impact que ses mots auraient, au-delà des arts, dans une discipline scientifique qui n'existait même pas lorsqu'il les avait d'abord imaginés. Son dernier roman, Finnegan's Wake Asterisk, était écrit de manière à être presque impénétrable, mais gagna néanmoins une clientèle de fidèles. Et en 1964, l'un de ses adeptes, on peut supposer, était le physicien américain Murray Gell-Mann. Gell-Mann faisait partie des nombreux chercheurs surfant sur la vague de la recherche en physique des particules qui avait déferlé tout au long du milieu du XXe siècle. Les nouvelles technologies avaient révélé une multitude d'autres particules exotiques en plus des protons, neutrons et électrons ordinaires. Les habitants de ce nouveau zoo de particules comprenaient d'autres particules dotées de masse, comme les pions et les kaons. Ces particules massives sont collectivement connues sous le nom de hadrons. Gell-Mann et ses collègues dans le monde entier se trouvèrent alors face au même dilemme qui avait confronté Rutherford et Thomson un demi-siècle plus tôt. Mais cette fois,
Au lieu de chercher à distinguer les atomes fondamentaux des différents éléments, les scientifiques avaient besoin d'une explication pour expliquer pourquoi les hadrons, apparemment fondamentaux, étaient tous similaires mais distincts. Murray Gell-Mann n'était pas seul à essayer de résoudre ce problème. Alors qu'il se creusait la tête à l'Institut de technologie de Californie, le physicien américain d'origine russe George Zweig abordait également la question au CERN, en Suisse. Aucun ne connaissait le travail de l'autre, et pourtant, ils aboutirent finalement à la même conclusion. Les hadrons ne devaient pas être le fond du terrier. Il devait y avoir quelque chose de plus petit, une particule subhadronique qui les composait. Zweig supposa qu'il y avait 4 particules composant et les appela Asus, se référant aux as de chaque couleur dans un jeu de cartes. Mais l'analyse de Gell-Mann suggérait que les hadrons lourds étaient constitués de seulement 3 particules subhadroniques. Le physicien avait l'habitude de donner des noms absurdes à des particules hypothétiques, et lorsqu'il parlait de SSID, il se référait à ces fragments subhadroniques comme des quarks, rime avec porc, sans jamais se soucier de comment un tel mot pourrait s'écrire. Ce n'est que plus tard, en feuilletant Finnegan's Wake de Joyce, pour une pause bien méritée de la physique des particules, qu'il tomba sur la ligne « 3 quarks for muster mark ». La nouvelle particule serait orthographiée QARK, et c'est ainsi que le quark a marqué l'imagination du public. Le nom resta. Bien sûr, toutes ces discussions littéraires étaient inutiles tant que l'existence des quarks ne pouvait être prouvée de manière incontestable. L'expérience avait montré que si vous vouliez scinder un atome en C particules subatomiques, le meilleur moyen était de percuter des atomes ensemble et d'analyser les débris. Il en suivit que, pour explorer les fragments qui composaient C et plus petites particules subatomiques, la même approche expérimentale fonctionnerait. Mais cette fois, il faudrait beaucoup plus d'énergie. En 1968, le Stanford Linear Accelerator Center n'avait que 2 ans, mais il était déjà à la pointe de la physique des particules à haute énergie. À 3,2 km de long, c'était l'accélérateur linéaire le plus long du monde, enfoui à 9 mètres sous le paysage plat et doucement vallonné de la baie sud de San Francisco. Ici, des électrons étaient accélérés à des vitesses vertigineuses, imprégnés d'énergie jusqu'à 50 gigaélectronvolts, avant d'être percutés contre des protons ou des neutrons sans méfiance. Et des produits chaotiques de cette collision frontale, les physiciens furent enfin en mesure de montrer ce que Murray Gell-Mann et George Zweig avaient si supposé 4 ans plus tôt. Ces hadrons n'étaient pas plus indivisibles que les atomes ne l'étaient auparavant. Un proton pouvait être brisé en particules encore plus petites, ponctuelles, les quarks. Quarks ou ASU, quel que soit leur nom, ils étaient réels. Les 30 années suivantes de la physique des particules à haute énergie virent les quarks examinés sous tous les angles possibles. Expérience et théorie se combinèrent pour déterminer combien de types de quarks il existait, en quoi ils différaient les uns des autres et comment ils interagissaient pour créer des particules plus grandes. Les physiciens ont maintenant identifié 6 types différents de quarks, connus sous le nom de saveurs, qui sont nommés de manière quelque peu curieuse. Haut, bas, étrange, charme, sommet et fond. Chacune des 6 saveurs possède un mélange spécifique de caractéristiques, y compris la charge électrique, la masse, le spin et une propriété connue sous le nom de couleur, qui n'a rien à voir avec la couleur réelle. Au lieu de cela, la couleur des quarks aide à comprendre comment les hadrons se comportent par rapport à la force nucléaire forte qui maintient les atomes ensemble. En se combinant par triplet ou parfois par groupe de 5, différentes saveurs et couleurs de quarks peuvent produire une famille de particules appelées baryons, qui inclut les protons chargés positivement et les neutrons non chargés qui se combinent pour former les noyaux atomiques, mais aussi les particules lambda, sigma et xi de courte durée, avec des propriétés qui leur sont propres. Ils peuvent également s'associer pour créer une autre catégorie de particules composites appelées mésons. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis que la physique des hautes énergies a brisé l'hypothèse selon laquelle les hadrons étaient des particules fondamentales qui ne pouvaient être réduites davantage. Les scientifiques ont depuis découvert 6 saveurs différentes de quarks et ont déterminé toutes les manières possibles de les assembler pour créer toutes sortes de particules composites, même brièvement. Mais pour toutes les énergies que nous pouvons générer dans les accélérateurs de particules, il n'y a aucun indice expérimental qu'il existe quoi que ce soit de plus petit. Il semble que nous ayons enfin atteint le fond du terrier de la matière, en ce qui concerne les particules avec masse. Les collisions à haute énergie ont également prouvé que l'autre catégorie de particules, les leptons, sont tout aussi indivisibles. Mais eux aussi existent en plus grande variété qu'on ne le pensait, incluant non seulement l'électron chargé négativement bien connu, mais aussi le muon plus massif et le lepton tau.
ainsi que des versions non chargées de neutrinos pour chacun. Il y a donc 12 particules élémentaires qui semblent tout composer, 6 quarks et 6 leptons. Leur comportement est régi par leurs propriétés fondamentales et inaltérables, la masse, la charge, le spin et la couleur dite. Mais le zoo des particules n'est pas encore complet. Les 12 quarks et leptons peuvent être les particules qui se trouvent au cœur de chaque objet physique dans le cosmos. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas expliquer les processus dans notre univers dynamique. Pourquoi les étoiles s'allument-elles? Qu'est-ce qui les fait briller? Et pourquoi ont-elles même une masse en premier lieu? Le mystère de la matière février à Chicago est froid. Le vent hurle à travers les rues de la ville, soufflant depuis les rives du lac Michigan et amassant la neige en tas au coin des rues. Quelques scientifiques égarés, tenant fermement écharpes et chapeaux, luttent contre la porte du centre de conférence et se précipitent joyeusement dans la chaleur artificielle. La réunion annuelle de 2009 de l'Association américaine pour l'avancement des sciences est déjà en cours, avec des présentations sur la génétique, la science du climat et l'astronomie remplissant le programme quotidien. Mais ce matin, il y a une attraction subtile vers une seule salle de conférence. Les scientifiques convergent de tout le centre, désireux d'une mise à jour sur la course la plus acharnée de la physique des particules. La recherche de la particule de Dieu, le boson de Higgs, censé être responsable de la masse des nombreuses particules. C'est une véritable course pour la gloire, un face-à-face entre institutions de part et d'autre de l'Atlantique. Le Tevatron de Fermilab, situé en Illinois et au nom Glamour, rivalise avec le tout nouveau Large Hadron Collider, ou LHC, construit par le CERN à la frontière franco-suisse. Le LHC avait été construit spécifiquement pour cette recherche, à un coût de quelques 3 milliards d'euros. Mais avant même que la course ne commence vraiment, le CERN subit un énorme revers. Un mois seulement après que le LHC fut mis en marche pour la première fois, une explosion endommagea gravement plusieurs aimants accélérateurs. Le collisionneur devait être fermé pendant plus d'1 an pour permettre les réparations, donnant au Tevatron une chance claire de remporter la victoire. Ainsi, alors que le LHC était paralysé et que le Tevatron menait la charge, les scientifiques en chef de Fermilab montèrent sur scène à Chicago pour présenter leurs progrès. Devant une salle de conférence bondée et chaude, ils révélèrent que, bien qu'ils n'aient pas encore trouvé la particule de Dieu, ils espéraient pouvoir bientôt confirmer une découverte. Le centre avait travaillé dur pour augmenter la précision, mais le problème était que personne ne savait exactement quelles étaient les propriétés du boson de Higgs, ni quelle énergie de collision le produirait. Le Tevatron était le mieux placé pour explorer une certaine gamme, entre 150 et 180 gigaélectronvolts. Donc, si la particule insaisissable pouvait être produite dans ces limites, Fermilab avait de bonnes chances de devancer le LHC endommagé. La recherche des pièces manquantes du modèle standard avait en fait commencé des décennies plus tôt. Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, des collisionneurs avaient été construits, des particules étaient écrasées les unes contre les autres, et une variété sans précédent de quarks et de particules composites fut révélée. Et pourtant, même alors, il était clair que ce n'était pas l'image complète. Ces particules pouvaient bien être la matière même, mais elles ne disaient rien sur l'action. 4 forces fondamentales régissent les interactions entre la matière dans l'univers moderne. La gravité, qui déforme l'espace-temps et voit tous les objets s'attirer les uns les autres. L'électromagnétisme, responsable des interactions électriques et magnétiques, ainsi que de la communication de la radiation à travers les distances vides. La force nucléaire forte, qui maintient les noyaux atomiques ensemble, et la force nucléaire faible, qui parfois les fait se scinder. Les moyens par lesquels ces forces sont communiquées entre les particules de matière devinrent leur propre branche de la physique des particules, alors qu'une nouvelle catégorie de particules porteuses de force était invoquée, appelée boson de jauge. Ces messengers étaient d'abord théoriques. Le photon pour l'électromagnétisme, le gluon pour la force forte, les bosons W et Z pour la force faible, et le graviton pour la gravité. En tant que particules, elles pouvaient être considérées comme des manifestations physiques de champ, tout comme les vagues à la surface de l'océan sont le reflet des mouvements sous la surface. Qu'elles soient de vraies particules ou non est une question pour la mécanique quantique, mais une à une, les expériences détectèrent effectivement la plupart de ces bosons. Ils siègent maintenant aux côtés des quarks et des leptons dans le modèle standard de la physique des particules. Seul le graviton nous échappe, nécessitant des énergies de collision si élevées pour le produire que nous ne pourrons jamais construire un accélérateur de particules suffisamment grand. Une fois qu'elles pouvaient être vues et étudiées, il s'avéra que les différents bosons porteurs de force avaient des propriétés variées. Tout comme les propriétés fondamentales de la matière, ils avaient des masses différentes et interagissaient avec les quarks et les leptons de différentes manières. Par exemple, chose surprenante, les bosons W et Z de la force faible semblaient avoir des masses énormes, alors que les photons n'avaient pas de masse du tout. Et cette question de la masse
devenait rapidement un problème majeur pour le vénérable modèle standard de la physique. La masse des leptons est minuscule, tandis que tous les quarks ont plus de masse, mais des quantités différentes. Un quark sommet a environ 75 000 fois la masse d'un quark haut, et pourtant, il n'y a rien dans les mathématiques de la physique des particules qui indique que ces particules devraient avoir une masse quelconque. Malgré cela, les mathématiques peuvent prédire avec une précision remarquable les premiers instants du cosmos. Il y a cependant une erreur flagrante. Tout sort sans masse. Et la masse, bien sûr, est d'une importance cruciale pour l'évolution ultérieure du cosmos. Sans masse, les électrons ne pourraient pas lier les protons pour former des atomes d'hydrogène. Sans cet hydrogène, il ne pourrait y avoir d'étoiles, pas de galaxies, pas de lumière dans l'univers, et pas de vie. Les premières théories sur la génération de la masse dans l'univers furent proposées en 1964, à peu près au même moment où les quarks et les azus étaient d'abord évoqués. Peter Higgs, un physicien théoricien anglais, ainsi que deux autres érudits belges, Robert Brout et François Engler, arrivèrent à une conclusion similaire. Ils suggérèrent que toutes les particules étaient nées près du début de l'univers, initialement sans masse. Peu de temps après, un champ de force se mit à imprégner tout l'univers, et lorsque certaines particules interagissaient avec lui, elles acquéraient d'une manière ou d'une autre une masse. Ce champ de force est aujourd'hui connu sous le nom de champ de Higgs, et le seul moyen de prouver son existence était de tenter de trouver sa manifestation physique, le boson de Higgs. Les physiciens savaient que le Higgs serait difficile à trouver, et le physicien lauréat du prix Nobel Leon Lederman le qualifia de « particule de Dieu » pour cette raison. Mais ce ne fut pas long avant que l'épitaphe trouve un nom plus convivial pour les médias. La particule de Dieu était née. Bien sûr, appeler quelque chose une particule de Dieu n'aide pas à dissiper le mystère autour d'une théorie physique déjà compliquée. Pour amener la réalité du boson de Higgs dans la conscience populaire, le ministre des Sciences du Royaume-Uni lança, en 1993, un concours pour la meilleure analogie pour expliquer le concept. Le gagnant, David Miller, un physicien de l'University College London, le décrivit ainsi. Imaginez une pièce pleine de scientifiques discutant entre eux. Un professeur célèbre entre dans la pièce et les scientifiques l'entourent. Le professeur interagit fortement avec ses admirateurs, répondant à des questions et signant des autographes, ce qui ralentit sa progression. C'est comme s'il avait acquis de la masse à cause du champ de fans qui l'entoure. Chaque admirateur pourrait être considéré comme un seul boson de Higgs. Lorsqu'un professeur moins célèbre entre dans la pièce, il pourrait n'attirer qu'un petit groupe et trouver plus facile de se déplacer, comme s'il avait moins de masse. Bien qu'imaginer les effets du champ de Higgs et des bosons de Higgs puissent nécessiter quelques gymnastiques mentales, trouver la particule insaisissable fut un défi encore plus grand. Le boson de Higgs peut être produit à partir de collisions à très haute énergie de hadrons, mais il se désintègre instantanément en électrons ou photons. Mais les physiciens ne savaient pas exactement quelle énergie le produirait, ni en quoi il se désintégrerait. Ainsi, trier les débris des collisions pour trouver une chose qui ne pouvait être expliquée par les autres particules du modèle standard revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. En fin de compte, malgré les affirmations de Fermilab à Chicago, selon lesquelles il pourrait avoir des preuves du Higgs d'ici la fin de 2009, aucune preuve de ce type ne se matérialisa jamais. Et lorsque le Large Hadron Collider redémarra et commença ses expériences à la fin de cette même année, les espoirs du Tevatron commencèrent à s'estomper. Le sprint, au départ, se transforma en un marathon épuisant qui dura jusqu'en 2012, avec 1000 milliards de collisions proton-proton dans l'accélérateur long de 27 km. Mais le 4 juillet, le CERN annonça finalement leur succès. Une détection définitive de 2 des instruments du LHC, tous deux avec une confiance statistique suffisante pour le discerner du bruit de fond. Le boson de Higgs et le champ de Higgs existèrent bel et bien. Près de 50 ans après avoir d'abord conçu leur théorie, Peter Higgs et François Engler remportèrent le prix Nobel pour la pièce finale du puzzle du modèle standard. Aujourd'hui, le boson de Higgs siège aux côtés de 60 autres particules élémentaires uniques qui composent le modèle standard. Le modèle actuel inclut non seulement la matière ordinaire, mais aussi l'antimatière, avec des charges opposées, mais des propriétés par ailleurs identiques, qui composent des particules composites exotiques et s'annihilent au contact avec la matière normale. Il existe 36 saveurs différentes et couleurs de quarks et d'antiquarks, divers leptons et antileptons, plus les bosons de jauge et le singulier Higgs. Autant que nous puissions en juger, le modèle standard est complet. Ces 61 particules sont suffisantes pour expliquer tout ce qui se produit ou s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers. Et en utilisant cette structure et les avancées ultérieures de la physique des particules au cours des 50 dernières années, la science est enfin en mesure de prendre du recul par rapport à l'infiniment microscopique pour considérer comment les plus petites pièces ont construit un univers.
l'aube de la matière. Lorsque les physiciens tentent de calculer le nombre de particules fondamentales dans l'univers observable en utilisant les ratios connus, les distances mesurées et les masses établies, le nombre auquel ils arrivent est presque inimaginablement immense. En comptant uniquement les quarks qui composent les protons et les neutrons dans les atomes d'hydrogène et d'hélium, ainsi que les électrons qui leur sont associés, le nombre atteint plus de 3 vigintillions, soit un 3 suivi de 80 zéros. Et pourtant, même avec ce nombre stupéfiant de particules, lorsqu'elles sont réparties sur le vaste volume de l'univers observable, elles représentent en moyenne une particule de la taille d'un quark par mètre cube. Il ne faut pas s'étonner que la majorité de l'espace soit en réalité un espace vide, ou du moins qu'il ne soit pas constitué de matière. Pour toute son exhaustivité expérimentale, le modèle standard reste loin d'expliquer la composition de l'univers dans son ensemble, car en réalité, seulement 5% des choses dans l'univers est ce que nous considérons comme de la matière normale, celle qui compose les étoiles, les planètes et les êtres humains. Le reste est enveloppé de mystères. La matière noire, supposée être responsable de la structuration de l'univers à grande échelle et du maintien de la cohésion des galaxies en rotation, représente environ 25%. Elle est plus de 5 fois plus abondante que les particules du modèle standard, même si nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est. Et enfin, les 70% restants du cosmos semblent être de l'énergie noire, la force mystérieuse qui semble être liée à l'expansion accélérée de l'univers moderne. Si nous savons peu de choses sur la matière noire, nous en savons encore moins sur l'énergie noire, malgré sa prédominance écrasante. Ces vastes mystères peuvent encore nous échapper, mais pour la matière que nous pouvons toucher, voir et expérimenter, nous pouvons reconstruire une histoire qui s'étend jusqu'à la première fraction de seconde après le Big Bang. Une trillionième de seconde après le début de l'univers tel que nous le connaissons, les forces fortes, faibles et électromagnétiques étaient unies en une grande force singulière, et les particules, si elles étaient présentes, seraient très différentes de ceux que nous les comprenons aujourd'hui. Il n'y aurait ni gluons, ni photons, ni bosons ou Dewey et Z, mais peut-être une seule particule bosonique qui deviendrait la progénitrice de toutes les autres particules à venir. Alors que la température cosmique baisse et que l'inflation exponentielle se produit, les forces fondamentales et leurs messagers bosoniques commencent à émerger. Mais elles ne sont toujours pas comme nous pourrions l'imaginer. Elles sont sans masse et avec des températures et des énergies encore trop élevées pour permettre des interactions entre particules. Leurs comportements distinctifs ne se sont pas encore manifestés. Il faudra un néon relatif pour que les choses changent, environ une trillionième de seconde après le Big Bang, lorsque le cosmos naissant aura refroidi à une modeste quadrillion de degrés. Le champ de Higgs émerge enfin à travers l'espace, et les bosons, quarks et leptons interagissant avec le champ acquièrent une masse. Et certaines des interactions attendues des particules commencent à se produire. Il fait cependant encore trop chaud, et les particules ont encore trop d'énergie pour que les quarks se lient ensemble en quoi que ce soit de plus grand, et ainsi existent comme un plasma turbulent et bien mélangé de quarks-gluons. La soupe cosmique ultime a maintenant tous les ingrédients pour l'univers tel que nous le connaissons, mais il faudra les 370 000 années suivantes pour qu'elle se solidifie en quelque chose que nous pourrions reconnaître. L'univers jeune doit remonter pas à pas hors du terrier que la physique des particules a creusé. Les quarks doivent s'assembler en hadrons composites, les protons et neutrons doivent se réunir pour former des noyaux atomiques, et les électrons doivent se lier à ces noyaux pour former les premiers atomes non chargés. Les atomes se combinent en molécules et, enfin, assemblent les objets physiques de l'univers. Tout ce que nous avons vu et expérimenté aujourd'hui n'est qu'une poupée russe d'une complexité inimaginable de particules toujours plus petites, imbriquées les unes dans les autres. Sauf que ce n'est pas tout. Il y a un dernier voile de la réalité à enlever, car il n'est en aucun cas certain que les particules existent réellement. Aux échelles les plus petites possibles, celles où se trouvent les quarks, les leptons et les bosons, la mécanique quantique fait loi et ne peut être ignorée. Au cœur de cette théorie, les unités fondamentales de matière sont considérées comme existant simultanément sous forme de particules et d'ondes. Grâce à l'incertitude quantique, il est impossible de déterminer à la fois la position précise et la quantité de mouvement des particules en mouvement, ce qui signifie qu'elles sont au mieux décrites par une distribution de probabilité plutôt que par un point unique. Il est simplement impossible de capturer un seul électron ou quark et de le tenir dans votre main ou entre de minuscules pinces quantiques, car la théorie des champs quantiques dit qu'il n'est probablement pas là. Ce n'est guère plus qu'un pic transitoire dans le champ électrodynamique quantique qui s'envolera trop rapidement. De ce point de vue, le concept même de particules qui remplissent le cosmos est une quantification simplifiée des champs expansifs
en constante variation qui sont tissés dans la structure de l'espace et du temps. Pas seulement le champ de Higgs ou le champ électromagnétique, mais aussi beaucoup d'autres, tous superposés et interagissant les uns avec les autres. On pense qu'il existe 24 champs quantiques distincts qui imprègnent l'univers, 12 pour les différentes forces fondamentales, y compris la masse, 9 pour les quarks et 3 pour les leptons. Comme des ondulations provoquées par des gouttes de pluie dans un étang, les pics et creux de ces champs indépendants interagissent et interfèrent les uns avec les autres, créant des motifs semi-stables et des pics plus grands dont les effets se propagent plus loin que les minuscules ondulations qui les ont créés. Ces motifs d'interférence viennent définir les particules composites plus grandes, les protons, atomes et molécules de notre expérience. 3000 ans ont imaginé que rien n'était réel. Ils ne pouvaient pas savoir à quel point ils avaient raison. À ce stade, n'avez-vous pas vu cet autre documentaire sur l'espace? Je ne le manquerai pas, hein?